The fact reply. Let us please take Daniel out of the email threads that was collected to ship the communication from him to me and Lucy. Alors, coupez vos micros, les amis, parce qu'on entend des voix complémentaires. J'ai essayé de couper moi depuis. Je t'ai mis co-host, donc tu peux faire entrer les gens Très bien, merci. et gérer tout ça. Voilà. On attend 2-3 minutes. Hein. On commencera à 17h35. Merci, bonne année à toutes et à tous. Hein. Je retrouve beaucoup de visages familiers, mais aussi des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et ça me fait bien plaisir de les voir au moins virtuellement. Donc, on est très, très heureux de recevoir Alberto Abatonebo, qui est épistémologue, philosophe des sciences, spécialisé en philosophie de la logique et des mathématiques, et donc qui a fait de la philosophie de l'informatique, qui a emprunté une réflexion sur la question de la logique, autour de la question de la démonstration, mais aussi autour de notions moins attendues, la notion d'harmonie, par exemple. Et Alberto fait partie du même laboratoire que Philippe Ullmann, hein, l'IHPST, qui est un important laboratoire d'histoire et de philosophie des sciences qui est rattaché à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et une des raisons qu'on a, parmi d'autres, hein, de le rencontrer, c'est que lui-même a une ANR. Il a une ANR qui porte sur les algorithmes, mais avec une approche tout à fait intéressante des algorithmes autour des rapports entre algorithmes et géométrie. Hein. C'est pas algorithme et algèbre, c'est algorithme et géométrie. Et moi, je suis très, très curieux de l'entendre, hein, de savoir qu'est-ce qu'il entend par la géométrie des algorithmes. Ça paraît tout à fait passionnant et même nous autres, qui pour certains d'entre nous sont littéraires et sans doute moins familiers de l'épistémologie des algorithmes que lui, je suis sûr que ça sera vraiment une très bonne découverte de l'entendre et je lui donne la parole. Voilà, Alberto, à toi. On est devant ton PowerPoint. Pardon, j'avais coupé les sons. Donc, je disais merci beaucoup encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous et de pouvoir présenter un petit peu, disons, les idées derrière mon projet NR. Ce n'est pas que les projets, c'est aussi les recherches que je mène depuis un moment. Et vous allez voir peut-être, bon, il sera question de géométrie de plusieurs manières, pas juste l'approche géométrique, mais aussi des problèmes géométriques liés aux algorithmes. Mais ça sera question aussi peut-être un petit peu des logiques et justement des théories de la démonstration. Hop. Et, il y a un petit peu de bruit, oui. Pas de souci. Donc voilà, donc comme je disais, il sera surtout un... Oups, voilà. Programmatique qui vise à esquisser donc un cadre conceptuel et formel pour raisonner sur la notion d'algorithme. Et comme je disais, nous allons présenter essentiellement certaines idées fondamentales du projet Goa, la géométrie des algorithmes. Je ne l'ai pas dit au début, mais ça se voyait sur les transparents, sur les slides. Ce sont des réflexions que, au moins ces slides que j'ai écrites,
repose sur des idées qu'on a développées avec mon collègue et ami Thomas Seiler, qui est membre aussi du projet et qui est plutôt un mathématicien, donc moi plutôt philosophe, mais tous les deux nous collaborons depuis des années sur des questions de logique. Bon, c'était juste pour le dire. Donc, les cadres que nous voulons esquisser émergent d'une analyse des relations entre la notion d'algorithme et d'autres notions similaires, ça c'est le point de départ, et qui sont portant des notions différentes, comme je vais essayer de montrer dans l'exposé, et sont les notions des calculs et des programmes. Donc, voici plus ou moins les plans de mon exposé. Nous montrerons d'abord que la thèse dite de Church-Turing, qui concerne les fonctions effectivement calculables, n'est pas suffisante pour capturer la notion d'algorithme, puisqu'elle conduit à identifier des programmes qui se comportent de manière radicalement différente. Donc, pourquoi je me réfère à Church-Turing, vous le verrez dans un moment, mais c'est un peu une référence traditionnelle pour nous, les logiciens, donc ça a un sens pour ça. Nous présenterons ensuite, assez brièvement, à vrai dire, les principales positions qui cherchent à définir directement la notion d'algorithme et nous allons souligner certaines de leurs limites. Afin de contourner ces limites, nous proposerons une généralisation de la notion des modèles de calcul à partir de laquelle nous considérons que la notion d'algorithme pourrait finalement être analysée. Et l'approche que nous avons, qui est centrée sur la dynamique de l'exécution des programmes, vise en effet à réconcilier une vision mécanique du calcul, telle qu'elle est formalisée par exemple par des machines ou de modèles d'automates de calcul, avec la vision logique, et voilà pourquoi cet intérêt, ça revient à l'intérêt vis-à-vis de la logique, telle qu'elle découle d'une généralisation du programme dite de la géométrie de l'interaction de Jean-Yves Girard, qui est un logicien et mathématicien. Donc, j'essaierai de montrer tout ça. Donc, commençons. Alors, bon, juste pour introduire un petit peu la question, mais c'est pas, je vais un peu vite. Bon, on sait que la notion d'algorithme aujourd'hui est un peu omniprésente. Lorsque nous lisons ou écoutons des débats concernant l'impact croissant des sciences et des technologies dans notre société, bon, nous rencontrons assez régulièrement des expressions comme les algorithmes façonnent notre avenir ou les algorithmes gouvernent nos vies sont régies par les algorithmes, bon, des choses comme ça. L'idée qui sous-tend ces expressions est que nous utilisons donc des algorithmes non seulement pour exécuter des tâches quotidiennes, comme faire une recherche sur le web ou utiliser nos smartphones, mais aussi pour traiter des opérations plus complexes et délicates, comme gérer des activités de trading en bourse, conduire des véhicules ou effectuer des diagnostics médicaux. L'idée, c'est que le sentiment général est donc que nous mettons entre les mains des algorithmes non seulement une partie importante de nos décisions, mais aussi de nos propres vies. Cependant, et c'est là le premier point de départ, si l'on s'intéresse de plus près à ces débats, même lorsqu'on prend en considération la vie d'experts, disons informaticiens, mathématiciens ou même philosophes ou sociologues, on constate que la notion d'algorithme n'est jamais définie de manière précise et exhaustive. En réalité, ce qu'on peut trouver, ce sont plutôt des caractérisations, disons, sommaires, voire anecdotiques. On caractérise un algorithme en tant que recette, souvent, non, on entend ça, c'est-à-dire en tant que séquence ordonnée d'instructions que l'on peut suivre sans faire appel à une quelque forme d'ingéniosité et qui aboutira, après une série finie d'étapes, à l'exécution de certaines tâches ou à la résolution d'un problème donné. Donc ça, c'est plus ou moins la caractérisation informelle qu'on en donne. Bon, dans les meilleurs des cas, et surtout au sein de la communauté logique, on fait référence aux travaux de Turing. Et là, je prends quelques citations tirées d'articles et de livres assez récents où on voit ça. On dit par exemple, l'idée originale de Turing était de définir les algorithmes en termes de machines théoriques à calculer. Ça, c'est Bernard dans un livre dédié à Turing relativement récent. Un autre auteur comme Thomas, c'est un logicien plutôt, il dit l'article de Turing on Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem résout ces problèmes, c'est-à-dire les problèmes de la décision, bon, c'est en gros un problème de logique, que c'est le problème de pouvoir avoir une méthode qui permet toujours de dire si un certain énoncé est un théorème ou pas d'une certaine théorie mathématique. Donc, je disais, l'article de Turing résout ces problèmes de manière négative et il est fait par une réduction radicale de la notion d'algorithme à des étapes très élémentaires de manipulation des symboles. Et encore, Thomas il nous dit, le travail de Turing et de ses contemporains
Church, Kleene et Post, a mis fin à une lutte de plusieurs siècles pour la compréhension du terme algorithme. Il semblerait donc que les travaux et l'analyse de Turing permettent de résoudre finalement et de savoir ce qu'est un algorithme. Si on regarde un peu plus de près, on décrit même ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing, je vais revenir après sur ça, comme la thèse selon laquelle, je cite à nouveau Bernard, tout algorithme, quel qu'il soit, peut être implémenté par une machine de Turing. Ou plus précisément, la thèse de Church-Turing dit que si l'on nous présente un algorithme quelconque, il est possible de construire une machine de Turing qui exécute cet algorithme. Bon, alors on pourrait se dire, bon, finalement, avec Turing, on a résolu la question. Eh bien, cependant, la question est plus compliquée. Déjà, une première chose assez étonnante, il n'y a pas d'occurrence des mots algorithme dans les textes de Turing, donc dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, en Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Donc ça, déjà, il faut le retenir, il n'y a pas le mot algorithme là-dedans. En outre, à proprement parler, la thèse de Church-Turing ne concerne pas la notion d'algorithme, mais plutôt la notion de fonction effectivement calculable. Elle dit que toute fonction effectivement calculable est Turing calculable. C'est ça la définition exacte de la thèse de Church-Turing. C'est-à-dire Turing calculable, c'est-à-dire calculable par une machine de Turing. Je vais revenir après éventuellement sur qu'est-ce que sont les machines de Turing si jamais il y a quelqu'un dans le public qui ne voit pas, mais en gros, ce sont des, disons, machines idéalisées, des concepts mathématiques, où vous avez un ruban divisé en des cellules, en des cases, sur lesquelles vous avez des symboles, et il y a un texte de lecture et de réécriture qui peut bouger d'une case à l'autre et réécrire ou changer, effacer ou réécrire les symboles sur la case. Mais je vais revenir après. Plus précisément, la thèse, donc je reviens un moment à la thèse de Turing, établit que grâce à la notion de Turing calculabilité, il est possible de capturer de manière formelle et précise une notion informelle et en quelque sens vague, qui est la notion des fonctions effectivement calculables, c'est-à-dire d'une fonction qui est calculable en suivant, là je cite Rosser, que c'est un logicien aussi, une méthode dont chaque étape est précisément prédéterminée et qui est certaine de produire la réponse en un nombre fini d'étapes. Or, c'est justement Church, un autre logicien qui a même supervisé les travaux des thèses de Turing, à un moment, c'est Church. Or, selon Church, cela revient à dire qu'une fonction est effectivement calculable au sens où il existe un algorithme pour le calcul de ces valeurs. Donc, en réalité, ce n'est pas Turing qui fait les liens entre fonction calculable et algorithme, mais c'est plutôt Church. Mais c'est surtout avec Kleene, donc un autre de ces, disons, des grands héros de la théorie de la calculabilité, que la thèse de Church-Turing finit par être explicitement associée à la définition d'un algorithme. Et il dit notamment, je cite Kleene dans ce cas, la thèse et sa réciproque donnent la définition exacte de la notion de procédure de calcul ou de décision ou d'algorithme dans les cas d'une fonction sur les entiers naturels. C'est donc de cette manière, disons que la réponse à la question « qu'est-ce qu'un algorithme ?» s'est réduite finalement à « c'est une machine de Turing ». Donc en gros, ce que j'essaie de vous esquisser ici, c'est un petit peu en un slide comment on arrive à penser que l'analyse qui est faite par Turing des fonctions effectivement calculables arrive à donner aussi en réponse à qu'est-ce que c'est un algorithme. Cependant, si nous considérons, disons, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en réalité, cette réponse, dire qu'un algorithme, c'est une machine de Turing, est une réponse qui non seulement est trop réductive, mais elle est carrément fausse. Donc, j'essaie de donner un petit peu plus précisément l'idée de ça. Si nous considérons qu'un programme consiste à l'implémentation d'un algorithme, donc là, je passe un petit peu dans ce qu'on fait dans la pratique informatique courante. Et donc, l'idée, c'est que l'algorithme, dans ce cas, c'est revu comme une entité plus abstraite, et les programmes comme la concrétisation de l'algorithme. Alors, notre pratique de programmation montre que la thèse de Church-Turing n'est pas suffisante pour rendre compte de la manière de comprendre la notion d'algorithme en informatique. Il y a notamment deux obstacles majeurs
à mon avis, qui émerge vis-à-vis de la thèse de Church-Turing. Son caractère extensionnel et son caractère déterministe. J'essaie d'expliquer ces deux points. Concernant le premier aspect, il convient de rappeler qu'il est possible de prouver que les fonctions qui sont calculables par des machines de Turing sont en fait équivalentes à la fois aux fonctions qui sont lambda définissables et aux fonctions récursives, c'est-à-dire à des fonctions que vous pouvez définir avec un autre formalisme qui s'appelle le lambda calcul, ou que vous pouvez définir avec un autre formalisme encore, qui sont, disons, les fonctions récursives, c'est-à-dire employer une notion de récursivité ou de définition récursive. Donc, la lambda définissabilité et la récursivité ne sont rien d'autre que deux manières alternatives de capturer formellement la notion informelle de calculabilité effective. Donc, plus précisément, d'une part, on constate que la Turing calculabilité, la lambda définissabilité et la récursivité sont conçues comme trois manières différentes, ou trois modes, si vous voulez, de calculer une fonction. Et c'est justement pour cela qu'on les appelle des modèles de calcul. D'autre part, on peut prouver que ces trois modèles permettent de calculer exactement les mêmes fonctions, au sens où, étant donné les mêmes arguments, ils mènent aux mêmes valeurs. Mais alors, cela signifie que la thèse de Church-Turing porte sur une notion de fonction considérée d'un point de vue extensionnel. Pourquoi? Parce qu'une fonction est vue simplement comme un ensemble de couples ordonnés, entrée-sortie, ou si vous voulez, argument-valeur. Okay? Donc, en gros, il y a trois manières de capturer cette classe de fonctions. Elles sont équivalentes, mais équivalentes vis-à-vis du graphe de la fonction, non pas de comment la fonction est calculée. Donc, le caractère extensionnel de la thèse de Church-Turing fait que l'on ne s'intéresse qu'à l'existence d'une manière de passer de certains arguments, ou si vous voulez entrer à certaines valeurs sorties, au moyen de l'un des trois modèles de calcul que nous venons de mentionner, alors qu'il est tout à fait indifférent vis-à-vis de la thèse de Church-Turing de préférer une manière à un autre, donc un modèle de calcul à un autre. Au contraire, lorsque nous voulons exécuter concrètement un calcul d'une fonction sur un dispositif informatique physique, disons un ordinateur, par exemple notre ordinateur portable, nous devons établir un programme s'appuyant sur un certain modèle de calcul pour indiquer au dispositif comment procéder, comment effectuer le calcul. Et dans ce cas, le choix d'un programme plutôt que d'un autre devient crucial si nous voulons que les calculs soient faisables, c'est-à-dire si nous voulons extraire les valeurs dans une quantité raisonnable de temps ou d'espace de calcul. Donc, je prends un exemple. Considérons la fonction qui génère la suite de Fibonacci. Donc, vous voyez, la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique assez célèbre, hein, qu'on retrouve parfois aussi en nature. Donc, afin de montrer qu'il s'agit d'une fonction qui est effectivement calculable, cette fonction qui génère la suite de Fibonacci, il suffit de montrer qu'elle est définissable dans l'un des trois modèles de calcul mentionnés ci-dessous, c'est-à-dire soit dans les machines de Turing ou au sein des fonctions récursives ou au moyen du lambda calcul. Nous pouvons par exemple les faire en employant des fonctions récursives. Et alors, vous avez une définition de ce type. Donc, fib, c'est la fonction qu'on définit. Et on la définit par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on définit comment elle agit sur 0, elle renvoie 0, et comment elle agit sur, disons, un entier qui n'est pas de la forme 0, mais qui est de la forme n plus 1, donc successeur de quelque chose. Et bon, elle fait tout un truc compliqué, en gros, mais elle agit par récurrence. Pourquoi? Parce que pour définir fib sur n plus 1, en fait, on les définit sur n-1 et n-2, donc sur des valeurs prises précédemment. C'est ça l'idée de la récurrence. Mais nous aurions pu le faire aussi dans le cadre du lambda calcul en écrivant un lambda terme, donc une expression de ce type. Et ici, bon, il n'y a pas, vous voyez, cette idée de faire de la récurrence parce qu'il n'y a pas définir la fonction en la définissant, disons, pour la définir sur une certaine valeur n plus 1, en la définissant sur des valeurs, sur des arguments plus petits, mais on la définit direct sur n. Donc, on a deux manières de définir cette fonction dans deux formalismes différents, dans deux modèles de calcul différents, mais selon la thèse de Church-Turing, il est parfaitement indifférent de choisir l'une ou l'autre voie. Okay? Maintenant, ces deux manières de montrer que la fonction de Fibonacci est calculable peuvent en fait être capturées aussi par deux programmes.
Je les écris ici en Python, juste parce que comme ça, j'ai le même formalisme en gros. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que j'écris des programmes qui réalisent ces deux choses que j'ai écrites ici, la définition récursive et la définition d'un lambda calcul. Maintenant, quel est ici le problème? Le problème, c'est que les premiers programmes reposent sur un appel récursif, justement, pour définir la fonction sur M, je la définis sur M-1 et M-2, qui fait que pour calculer la fonction de Fibonacci sur l'entrée M, il faut un nombre d'étapes qui dépend exponentiellement de M lui-même. Donc, en fait, ça demande beaucoup de temps de calcul quand vous lui donnez un M qui est très grand. Okay? Les seconds programmes, en revanche, celui-là, qui repose sur une boucle celle-ci, et qui est en gros l'implémentation du lambda terme que je montrais avant, fait qu'il faut seulement M étapes pour calculer la fonction de Fibonacci sur l'entrée M. Donc, en fait, il y a un temps de calcul qui est linéaire. Donc, seuls les seconds programmes peuvent donc être concrètement exécutés sur un ordinateur. En fait, si vous essayez d'implémenter le premier, dès que vous donnez un nombre M très, très grand, bon, je ne sais pas, 1 million et quelque chose, ben, votre ordinateur, à un moment, il ne vous donne pas la réponse parce qu'il y a une croissance exponentielle. Donc, il n'est pas vraiment un programme faisable, les premiers. L'effet que les deux programmes possèdent donc des coûts de calcul différents conduit alors à penser, assez naturellement, que ces programmes implémentent deux procédures algorithmiques différentes, deux manières de calculer la fonction qui sont tout à fait différentes. Elles sont différentes parce qu'en fait, elles ont des coûts de calcul différents. Okay? Par conséquent, si l'on veut saisir la notion d'algorithme, ben, il faut savoir comment on calcule une fonction et pas seulement l'effet que la fonction est calculable en principe. Et pour ce faire, il faudrait alors trouver un cadre général pour parler de toutes les différentes manières de calculer une fonction, en subsumant ainsi chaque langage de programmation et chaque modèle de calcul particulier. Je peux leur redire la chose d'une autre manière. Si vous voulez, quel est le problème de l'analyse des Turing? Pas un problème. Pourquoi l'analyse des Turing n'est pas suffisante pour capturer la notion d'algorithme? C'est parce que, en un certain sens, chaque fois que vous définissez une fonction calculable avec une machine de Turing ou dans un autre modèle de calcul, vous êtes en train certainement de définir un algorithme, mais vous n'avez pas un langage dans lequel vous pouvez comparer ces algorithmes. En fait, vous avez une vision fragmentée des algorithmes. Dans chaque modèle, vous définissez certains algorithmes et non pas d'autres. Et donc, vous n'avez pas quelque chose qui permet de chapeauter tous les algorithmes possibles. Donc, en fait, vous définissez des algorithmes particuliers à l'intérieur d'un modèle de calcul, mais vous n'avez pas un point de vue général. Vous ne pouvez pas développer une théorie générale des algorithmes, dans laquelle vous pouvez donc aussi les comparer. Okay? Mais il y a aussi une autre limite de l'analyse de Turing. J'y vais un peu vite sur celle-ci, pour ne pas trop alourdir le discours. En fait, le problème, c'est qu'elle se restreint à un cadre, disons, déterministe, puisqu'elle ne traite que des fonctions. Alors que la pratique informatique courante montre qu'il existe des situations dans lesquelles les programmes sont amenés à manifester un comportement qui est non déterministe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il est possible, par exemple, que nous avons des programmes qui, quand nous les exécutons plusieurs fois sur la même entrée, en fait, nous obtenons des sorties différentes. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas le cas que pour la même entrée, on a une et une seule sortie. Il peut y avoir pour la même entrée plusieurs sorties qui lui sont associées. Okay? Ici, j'ai pris un exemple que peut-être je ne vais pas trop discuter. Je peux passer sur ça parce qu'à mon avis, ce n'est pas hyper intéressant. En gros, j'avais juste pris comme exemple un exemple, si vous voulez, des concurrences où en gros, il y a deux programmes ou deux instructions qui se partagent la même mémoire et selon qui arrive en premier à écrire quelque chose dans la mémoire, donne un résultat. Et donc, les résultats peuvent changer selon l'exécution du programme. Mais je vais y aller vite. De toute façon, je vais revenir sur un autre cas de non-déterminisme après. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est ça,
c'est que nous, quand nous programmons effectivement, nous faisons de la programmation, nous ne travaillons pas qu'avec des fonctions. Okay? Donc, des choses qui associent à une entrée, une sortie. En fait, quelle est l'idée? L'idée, c'est que l'analyse de Church-Turing n'est pas spécifiquement conçue pour saisir la notion d'algorithme, mais ça, c'est parce qu'en fait, elle était conçue pour saisir une autre notion qui était celle des fonctions effectivement calculables. Et comme on vient de voir, la notion des fonctions effectivement calculables est différente de la fonction de la notion d'algorithme, parce que la notion des fonctions ici est regardée d'un point de vue extensionnel, entrée-sortie, et non pas comment on les relie, et parce qu'elle est déterministe. Okay? Mais en fait, il y a déjà d'autres auteurs qui avaient remarqué ça, et l'un des premiers, c'est Kolmogorov, qui déjà dans les années 50 avait tâché de mieux comprendre les notions d'algorithme et des fonctions partielles récursives en passant en revue les différentes notions de définition trouvées dans la littérature. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était de comprendre s'il y avait une manière de les élargir et notamment donc de séparer la notion d'algorithme de la notion de fonctions calculables. C'est dans ce but qu'avec son étudiant Vladimir Uspensky, Kolmogorov avait proposé une généralisation des machines de Turing en concevant un nouveau type de machine où la bande, disons, donc je disais tout à l'heure, la bande des machines de Turing, c'est une bande linéaire, c'est un ruban. Pour Kolmogorov, en fait, lui, il conçoit d'autres machines dans lesquelles on n'a pas une bande linéaire, mais la bande a la forme d'un graphe connecté. Donc, c'est beaucoup plus complexe, c'est une topologie différente et que vous pouvez donc modifier localement. Donc, en gros, l'idée de Kolmogorov, c'est que sa machine abstraite, c'est une machine qui prend un certain graphe et modifie les graphes localement. Et lui, il se demande, est-ce qu'avec ça, donc il dit, bah, c'est beaucoup plus complexe que la machine de Turing, est-ce que je peux obtenir une notion plus générale, si vous voulez. Okay? Et sur la base de la définition de ces nouvelles types de machines, que nous pouvons appeler des machines de Kolmogorov-Uspensky, la thèse de Kolmogorov-Uspensky est que chaque algorithme tombe de manière essentielle sur cette définition. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'eux, ils pensent, au moins c'est leur thèse, qu'avec ces machines, ils arrivent à saisir la notion d'algorithme et non pas juste celle des fonctions effectivement calculables. Toutefois, comme eux-mêmes l'ont prouvé, il s'avère que finalement, leur définition ne permet pas de calculer plus de fonctions que celles qui sont déjà calculables par des machines de Turing, bien que ces fonctions soient calculées d'une manière différente qu'elles ne le sont pas par les machines de Turing, puisqu'une étape de calcul peut, disons, changer de grandes parties du graphe, ce qui fait que les machines de Kolmogorov-Uspensky simulent fidèlement les machines de Turing, mais ce n'est pas vrai la réciproque. Mais donc, finalement, ils disent, OK, on essaie d'élargir donc la notion de fonction calculable et de voir si on obtient la fonction d'algorithme, mais finalement, ils se trouvent avec un formalisme qui est extensionnellement équivalent aux machines de Turing. Donc, ils n'ont pas trop changé. Donc, en définitive, les machines de Kolmogorov-Uspensky peuvent être vues simplement comme un modèle de calcul alternatif aux trois modèles mentionnés auparavant, c'est-à-dire les machines de Turing, les fonctions récursives ou les lambda calculs. Donc, finalement, ils disent, on a essayé de généraliser, on pensait trouver quelque chose de différent, mais finalement, d'un point de vue extensionnel, on trouve la même chose. Donc, c'est un premier bout d'analyse, mais qui ne va pas juste très loin. Une approche alternative, et qui est beaucoup, beaucoup plus récente, vous voyez que là, on fait un saut temporel des années 50 jusqu'à la fin des années 90. Et en fait, au milieu, il n'y a pas trop de réflexion sur qu'est-ce que sont les algorithmes et comment saisir la notion d'algorithme. Donc, je disais, une approche alternative est celle de Moskovakis. Yannis Moskovakis, c'est aussi un logicien. Et son idée est que pour saisir la notion d'algorithme, il ne faut pas chercher à généraliser les machines de Turing. Donc, lui, il va vraiment dans la direction presque opposée à celle de Kolmogorov-Uspensky. Il dit il ne faut pas chercher une généralisation des machines de Turing. Pourquoi? Parce qu'il dit,
travailler avec des généralisations de machines amène à un risque qui est celui de prendre en compte une stratégie d'évaluation particulière et d'avoir donc affaire avec l'implémentation d'un algorithme et non pas avec un algorithme. Donc, quel est le problème pour lui? Il dit, quand vous travaillez avec des modèles machines, vous travaillez avec des instructions qui sont, disons, exécutées de manière séquentielle, les unes après les autres. Et donc, vous donnez un ordre sur les instructions que vous devez exécuter. Ce qui fait que finalement, vous n'avez pas un algorithme, vous avez déjà l'implémentation d'un algorithme, c'est-à-dire un programme. Et pour éviter cela, ce qu'il fait, il introduit plutôt la notion de récurseur, qui est une opération, disons, définie sur des fonctions partielles. OK, là, je suis un peu technique, mais c'est pour dire les choses correctement, dont le plus petit point fixe contient la fonction qui est calculée par l'algorithme. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que les plus petits points fixes représentent la solution d'un système d'équations qui définit par récurrence les fonctions partielles données. Je le dis de manière un peu plus simple. Son idée, c'est qu'un algorithme, c'est quoi? C'est un fonctionnel, donc une fonction qui opère sur des fonctions, qui permet de résoudre un système d'équations qui définissent d'autres fonctions. OK? Et un algorithme, c'est rien que ça. C'est le récurseur, c'est donc un fonctionnel, une fonction qui s'applique à d'autres fonctions. Et en réalité, c'est les plus petits points fixes. Donc, c'est une solution minimale à un système d'équations. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que la définition d'un récurseur ne nécessite pas de fixer un ensemble spécifique de fonctions de base, donc des primitives. Donc, lui, il ne demande pas qu'on doit tout le temps se ramener à des fonctions primitives choisies dès le début. En fait, chaque fois, on prend les fonctions qu'on considère pertinentes pour la définition d'un algorithme. Je vais revenir sur ça après quand je parlerai d'une autre chose. Et pour lui, il n'est même pas nécessaire de spécifier un ordre particulier d'évaluation des fonctions employées dans les définitions récursives. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple que quand on considère une expression comme celle-ci, alors ici, qu'est-ce que je suis en train de prendre? Je suis en train de prendre l'une des clauses de la définition récursive d'une opération, qui est l'opération sort, qui est une opération qui sert à faire quoi? À trier des listes. Et les merges, c'est une autre opération qui permet de mettre ensemble des listes qui ont été triées. Et en fait, ce que je suis en train de regarder, c'est l'algorithme qui s'appelle l'algorithme de merge sort, que c'est un algorithme particulier pour trier des listes. Okay? Donc, par exemple, je ne sais pas, c'est un algorithme que vous pouvez employer pour réorganiser votre bibliothèque en ordre alphabétique après un déménagement, si vous n'avez pas déjà organisé vos livres dans les cartons de la bonne manière. Donc, l'idée, c'est que vous avez un système d'équations. Si vous voulez, je peux l'écrire après si vous voulez voir comment il est fait. Ces systèmes d'équations, ce sont des équations qui, en gros, correspondent à la définition récursive des deux fonctions, la fonction sort et la fonction merge. Et la fonction merge s'applique à la fonction sort appliquée sur des listes, donc elle est une liste, ou plutôt sur la moitié gauche et la moitié droite d'une liste qu'on suppose être déjà ordonnée, qu'on suppose avoir déjà ordonnée. Et donc l'idée, c'est qu'après, vous les mettez ensemble. Ici, si vous prenez ça, vous avez donc une fonction qui s'applique à une fonction sort appliquée à donc, la moitié gauche de la liste L et la fonction sort appliquée à la moitié droite de la liste L. Ici, en fait, on ne sait pas si, avant d'appliquer merge, il faut trier d'abord la moitié gauche d'elle ou la moitié droite d'elle. Il n'y a pas un ordre qui est imposé. C'est à nous, nous sommes libres de dire on trie d'abord la moitié gauche et après la moitié droite, ou on trie d'abord la moitié droite et après la moitié gauche, ou on les fait en parallèle. Et lui, il dit, c'est ça l'idée derrière les algorithmes. Derrière un algorithme, on ne spécifie pas tous les détails, parce que spécifier les détails, c'est l'implémenter et c'est exécuter un programme. Mais quand vous travaillez avec des modèles machines, vous donnez un ordre de cette exécution. Et donc, vous dites, par exemple, on trie d'abord la moitié gauche, puis la moitié droite. Et lui, il dit, nous, on ne veut pas le faire. Et c'est pour ça que je définis les choses avec des récurseurs, de manière beaucoup plus abstraite.
Et lui, il dit, ça, c'est très bien, il ne faut pas imposer cet ordre, parce que ça, c'est essentiel à la notion d'algorithme. C'est essentiel pour séparer la notion d'algorithme de la notion de programme ou d'implémentation d'un algorithme. OK? Et avec son formalisme, lui, il arrive à ne pas devoir décider si il faut exécuter d'abord les triages, les tris sur la moitié gauche de la liste ou sur la moitié droite. Tandis qu'avec les modèles à la Kolmogorov-Ouspensky ou à la Turing, vous imposez un ordre. Cependant, cette approche, bien qu'il a cette capacité de distinguer la notion d'algorithme de la notion de programme, il a deux limites. D'une part, la notion d'algorithme s'est restreint à un point de vue fonctionnel, parce que les algorithmes considérés sont des algorithmes pour les calculs des fonctions. Donc, il reste quand même, il s'applique encore à des fonctions. Donc, il n'y a pas de non-déterminisme dedans. Et d'autre part, les récurseurs n'opèrent pas sur certaines structures mathématiques, que sur certaines structures mathématiques particulières, c'est-à-dire des ensembles partiellement ordonnés, qui en gros représentent les approximations des fonctions sur les appliquées. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la notion de récurseur s'applique à des structures mathématiques assez particulières. Il n'est pas très général. Une approche orthogonale à celle de Moskovakis, c'est en revanche une autre approche qui est aussi relativement récente. Elle naît dans la fin des années 80, mais elle se développe dans les années 90 et 2000, que c'est l'approche de Yuri Gurevich. Gurevich, c'est plutôt un informaticien. Et Gurevich présente un modèle de calcul qui, selon ses mots, est un modèle de calcul plus puissant et plus universel que les modèles de calcul standard de l'informatique théorique. Donc lui aussi, vous voyez, il voudrait faire ce que je disais tout à l'heure, avoir un modèle de calcul beaucoup plus abstrait qui permet de subsumer tous les autres modèles de calcul. Cependant, à la différence de Moskovakis, pour lui, le modèle de calcul est un modèle de calcul machine. Donc lui, il est plutôt dans le sillage de Kolmogorov-Ouspensky. Cependant, contrairement aux autres modèles machines, comme les modèles de Turing ou les machines de Turing, il y a une différence majeure. Pour lui, son modèle, il ne doit pas opérer sur des ensembles finis de symboles, mais il doit opérer, ou il peut opérer plutôt, sur tout type d'éléments abstraits, c'est-à-dire sur des éléments de structure mathématique abstraite quelconque, ou dans les langages de logiciens, sur une structure mathématique de premier ordre, de la logique de premier ordre, si vous voulez. Donc, en gros, ici, il y a quand même une grosse différence. Gurevich est en train de dire l'une des limites de l'analyse de Turing ou de Kolmogorov-Ouspensky qui ne permettent pas de saisir la notion d'algorithme, c'est parce qu'elle se limite à une analyse des procédures qui opèrent sur des symboles concrets, tandis qu'il faudrait opérer sur des entités mathématiques abstraites. Donc, ces structures de premier ordre sur lesquelles lui il agit sont considérées comme étant les états d'une machine. Et c'est pour ça que Gurevich parle des machines à état abstrait. Ce ne sont pas des états concrets, mais des états abstraits. Et une signature, ou si vous voulez, un vocabulaire, c'est-à-dire un langage du premier ordre, peut être associé à chaque structure. Et c'est grâce à cette signature, ou si vous voulez, à ce langage, plus d'autres instructions de base, qu'il est possible d'écrire après un programme pour une machine à état abstrait. Donc, en fait, il y a une machine à état abstrait et après, vous pouvez avoir la logique du premier ordre qui vous permet d'écrire les instructions et donc d'écrire un programme pour dire comment cette machine se comporte. Et en particulier, pour lui, la transition d'un état à l'autre de la machine est gouvernée par l'instruction d'assignation qui permet de changer l'interprétation d'un nombre fini des termes du langage. Et Gurevich appelle cette opération une mise à jour ou, si vous voulez, un update. Et cette transition doit être faite de manière à préserver l'isomorphisme entre les structures. Donc, doit toujours passer d'une structure à une autre de manière que les structures soient isomorphes, et ça, il a la même structure, même si ce passage n'est pas forcément fonctionnel, ce qui permet dans ce cas de rendre compte des situations non déterministes. Donc, ça, c'est quand même un avantage de Gurevich vis-à-vis de Moskovakis. Cependant, la programmation des machines à état abstrait peut nécessiter un certain type d'encodage. Et c'est ici que je commence à aller vers les questions géométriques. Désolé, je suis plus ou moins à la moitié de l'exposé. C'était un peu long, mais c'était pour introduire un peu les problèmes. Il n'y a aucun souci, Alberto. Il n'y a pas de problème parce que je suis un peu long. Hein. Vous m'interrompez un moment quand vous en avez marre.
Donc, cet encodage peut faire que les comportements de la machine ne soient pas complètement fidèles à la procédure algorithmique qu'elle est censée capturer. Et pour expliquer ces points, je vais me tourner donc vers un exemple qui est issu de la pratique mathématique traditionnelle, même, je dirais, plutôt que de l'informatique. En fait, jusqu'à ce moment, pour faire de la distinction algorithme, programme, calcul, j'étais un peu dans le monde de l'informatique et de la pratique informatique. Mais maintenant, je me tourne plutôt du côté de la pratique mathématique, et même d'une pratique mathématique traditionnelle, celle de la géométrie euclidienne, comme vous le verrez dans un moment. Parce qu'au fond, après tout, la notion d'algorithme fait partie déjà de la pratique mathématique bien avant l'arrivée des ordinateurs. Je vais notamment considérer une chose assez simple, la proposition 1.1, donc du premier livre, et c'est la première proposition du premier livre, des éléments d'Euclide. Cette proposition est traditionnellement considérée comme étant l'expression d'un problème, qui est lequel la construction d'un triangle équilatéral, dont la solution est rendue possible par la mise en place d'une suite d'actions de construction fixées, par des postulats notamment, et correspondant à l'emploi de certains outils de base comme la règle et le compas. Et en fait, il est assez naturel de voir cette séquence d'actions comme correspondant à l'algorithme, puisque, par exemple, Kolmogorov lui-même considère que justement un algorithme correspond à quoi? À une procédure qui permet de résoudre un problème en un nombre fini d'étapes en suivant une liste finie d'instructions. En fait, Kolmogorov, c'est l'un des premiers qui analyse les algorithmes en termes de problèmes et de solutions des problèmes. Et les langages problème et solution des problèmes, c'est un langage typique de la géométrie euclidienne, ou plutôt des commentateurs d'Euclide. Donc, je rentre un peu dans les détails d'Euclide, premier livre, première proposition. Et je vais décrire la procédure de construction et je vais la décrire un peu comme si c'était un algorithme. Donc, la première chose, c'est l'instruction, c'est de prendre un segment, petit a, dont les extrémités sont grand A et grand B, sont des points, grand A et grand B, et de tracer un cercle. Donc, on fait une action. On trace le cercle alpha, dont le centre est A et les rayons est le segment petit a. Et puis, on fait une deuxième action, tracer un cercle, j'écris alpha, mais c'est bêta, dont le centre est B et les rayons est toujours le segment petit a. Et ensuite, on obtient deux points d'intersection, des alpha et des bêta, qui sont C et D, les points C et D. Et maintenant, on dit, choisissons l'un d'entre eux, disons C, et on va tracer les segments petit c qui relient les points A au point C, et après les segments petit b qui relient B à C. Donc, vous voyez, il y a une liste d'instructions qui nous permet, donc on a un problème, qui est celui de construire un triangle équilatéral à partir d'un segment donné, et en suivant ces instructions, on arrive à la solution, qui est donc la sortie, c'est le triangle équilatéral ABC. OK? Ici, pourquoi ça m'intéresse particulièrement? Parce que déjà, c'est un exemple qui vient des maths et non pas de l'info, et c'est un exemple où aussi on a une procédure de construction qui est non déterministe, parce que vous voyez qu'à un moment, il faut choisir entre un point C et un point D pour construire notre triangle. On aurait pu construire les triangles sur D, en fait. Il n'y a pas une seule solution, si vous voulez. Il y a deux solutions, en principe. Les triangles ABC et les triangles ABD. Alors, les modèles de calcul habituels, machine de Turing, fonction récursive, lambda calcul, machine de Kolmogorov-Ouspensky, n'arrivent pas à rendre compte de ce type de procédure. Alors, non seulement elles correspondent, comme je disais, à une procédure non déterministe, il y a deux points d'intersection et donc deux triangles qui peuvent être construits, mais elles traitent également d'objets qui ne sont pas discrets. Pourquoi? Parce qu'ils satisfont une certaine forme de continuité que c'est exactement celle qui permet le fait que quand les deux cercles se croisent, on génère deux points d'intersection. Et donc, en fait, ces objets-là, les cercles, mais aussi les lignes, ne sont pas représentables avec des suites finies de symboles discrets. Ou au moins, elles ne sont pas directement représentables par des suites finies de symboles discrets. Parce que justement, ils ne sont pas discrets, ils ne sont pas juste apposés les uns aux autres. Ils se croisent et ils produisent d'autres objets. Ce sont plutôt des objets abstraits. Et il est donc naturel de se tourner alors vers les
machine à état abstrait afin de tenter de restituer l'algorithme correspondant à la construction de la proposition 1,1 d'Euclide. Or, si l'on veut trouver les points d'intersection des deux cercles, il semblerait aussi naturel de considérer les cercles comme étant composés de points. Or, le nombre de ces points peut être infini, mais le nombre de termes qui peuvent être utilisés pour écrire les programmes régissant les comportements d'une machine à état abstrait, on a dit qu'il est fini. En particulier, le processus de mise à jour, dont on a parlé tout à l'heure, régissant la transition d'un état à un autre, ne s'applique qu'à un nombre fini de termes. Ainsi, un programme ne peut pas prendre en compte tous les points d'un cercle. Cependant, en passant par un codage algébrique des entités géométriques, cercle et droite, il n'est pas nécessaire de prendre en compte tous les points d'un cercle. Quelle est l'idée? L'idée est de prendre comme structure abstraite les plans cartésiens qui sont coordonnés par, disons, un corps euclidien abstrait. Disons par exemple les plans cartésiens sur les réels, ok? Où en gros vous avez les opérations de somme, soustraction, produit, division et si vous avez un élément qui est plus grand que 0, la racine carrée de 2. La racine carrée, pardon, de l'élément. Supposons maintenant que l'on est dans notre signature des constantes, donc des termes, A, A', B, B', et les symboles des fonctions des couples ordonnés. Donc en gros, on peut construire la couple ordonnée des deux éléments. Donc, quand on prend par exemple des couples ordonnés comme ça, qu'est-ce qu'on a? En gros, c'est que ces deux termes correspondent à quoi? À deux points, les points dans les plans cartésiens R, R2. Maintenant, avec cette signature, c'est-à-dire avec ce langage, on peut faire quoi? Écrire de manière algébrique les équations des cercles alpha et bêta, qui sont ces deux-là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut résoudre ces systèmes d'équations et faire ça revient à faire quoi? Pour Gurewitz, revient à effectuer une série finie de mises à jour qui conduisent finalement à fixer l'interprétation des termes x et y et donc de donner une solution à cette équation-là. Mais en fait, c'est quoi? C'est juste de la réécriture, si vous voulez. Résoudre cette équation-là, c'est réécrire les choses de manière à exprimer x égale à tout un terme plus complexe. Okay? C'est ce que vous faites d'habitude quand vous faites la résolution d'un système d'équations. Mais pour Gurewitz, ça constitue à faire des mises à jour dans son langage. Et donc, il dit, finalement, avec mes machines à état abstrait, je sais reproduire la construction d'Euclide. Et en plus, il dit une autre chose. Il dit, d'ailleurs, les nombres réels qui interprètent les termes qui sont ici écrits, x, a et b, ne sont pas calculables en pratique, c'est-à-dire nous ne pouvons que les calculer par approximation. Et il dit Gurewitz, ça nous montre bien qu'en fait, on n'a pas affaire avec des symboles concrets, mais on a affaire avec des entités abstraites, pour lesquelles on ne demande pas qu'on doit les calculer effectivement, mais on doit penser qu'elles sont calculables ou peut-être pas calculables concrètement, mais juste de manière abstraite. Donc, il dit, c'est très, très bien finalement. Ça fait une autre différence entre la notion d'algorithme et des calculs. Les calculs est quelque chose de concret qui doit faire tourner sur mes ordinateurs, mais pas l'algorithme, pas nécessairement. Il peut être beaucoup plus abstrait. Mais est-ce qu'on peut dire que l'algorithme exprimé par Gurewitz, grâce à ces machines à état abstrait, correspond exactement à l'algorithme que nous trouvons chez Euclide? En fait, le problème, c'est que la machine à état abstrait de Gurewitz ne construit jamais aucun cercle et aucun segment. En fait, il n'opère que sur des points qui sont encodés par des couples de nombres réels. Et ça, c'est qu'on fait, par exemple, ça c'est pour les logiciens, dans la formalisation du premier ordre de la géométrie élémentaire de Tarski. Ça, c'est pas très important. Le problème ici, c'est qu'en fait, Gurewitz arrive à rendre compte d'un algorithme, mais cet algorithme ne fait pas exactement ce qu'Euclide fait. Parce qu'Euclide trace des cercles et des segments, tandis que Gurewitz, il trouve juste des points d'intersection, mais il ne trace jamais un cercle. Il ne fait jamais l'opération de tracer un cercle ou de tracer un segment. Donc, à proprement parler,
les actions effectuées par la machine à état abstrait ne correspondent pas à celles effectuées dans la construction originale d'Euclide. Donc ici, j'ai un premier point pour moi, que c'est la difficulté de tous disons, les formalismes qui existent aujourd'hui pour capturer la notion d'algorithme ont du mal à rendre compte des procédures géométriques, des constructions géométriques. Si on accepte que les constructions géométriques à l'Euclide correspondent à des algorithmes, Gurevich, Moskovakis, Kolmogorov, Ouspensky n'arrivent pas à capturer fidèlement ces constructions-là. Et si on veut donc capturer fidèlement ces constructions géométriques, il faut trouver un autre cadre dans lequel définir les algorithmes. Et c'est ces cadres-là que je voudrais vous présenter plutôt brièvement, parce que je pense que mon temps commence à être épuisé. Vous me dites combien de temps j'ai encore? Vous avez, disons, 10 minutes pour qu'on puisse discuter. 10 minutes un quart d'heure, un peu plus 13. Un quart d'heure. Comme ça, j'arrive à présenter bien les choses. Très bien. Ouais. Donc, je vais essayer de présenter. Là, il va y avoir une partie un petit peu mathématique, mais vous allez voir, j'ai des exemples, donc il ne faut pas s'effrayer. Donc, l'idée, c'est de partir, de définir un nouveau cadre qui repose sur une nouvelle notion des modèles de calcul. Et ici, je me réfère notamment aux travaux de mon collègue Thomas Seiler. Donc, la première chose qu'on fait, c'est définir un modèle abstrait des calculs. Et c'est totalement abstrait, vous allez le voir. Pour nous, un modèle abstrait des calculs, c'est quoi? C'est l'action d'un monoïde sur un certain espace. C'est hyper abstrait. Qu'est-ce que c'est en fait un monoïde pour nous? C'est juste un ensemble, si vous voulez, d'instructions ou d'actions que vous faites, OK, et que vous pouvez composer les unes avec les autres. Donc, en fait, vous avez des actions et après, vous pouvez dire, je fais une action suivie d'une autre. Et ça, c'est une autre action plus complexe. OK? Et on fait opérer ces actions sur un certain espace, donc une certaine entité mathématique. Donc, je peux le redire d'une autre manière. Un modèle de calcul abstrait est un sous-ensemble de quoi? De l'ensemble des applications qui vont, si vous voulez, des endomorphismes, des applications qui vont d'un espace X vers lui-même, tel que vous avez l'identité. Donc, l'identité fait partie de ces applications. Et si vous avez deux applications, deux fonctions, si vous voulez, ou deux applications F et G, vous avez aussi leur composition. OK? L'effet de les mettre les unes après les autres. OK, pourquoi ça, c'est un point de vue géométrique pour moi? Et ça, c'est vraiment l'essence de notre point de vue. C'est parce que, comme le programme d'Erlangen, qui est développé par Klein à la fin du 19e siècle, visait à classifier les différents types de géométrie sur la base de l'action d'un groupe de transformations sur un espace, de manière analogue, notre projet Goa, de la géométrie des algorithmes, vise à classifier les programmes sur la base de l'action d'un monoïde d'opération sur un espace et caractériser ensuite les algorithmes comme des structures plus générales implémentées par les programmes. Donc, en gros, notre idée, c'est ça. On s'est référé un peu à une idée de classifier les géométries comme des groupes de transformations sur un espace. Nous, on dit qu'est-ce que sont les algorithmes? Ce sont non pas des groupes de transformations, mais des opérations d'un monoïde sur un espace. Okay? Donc, en fait, dans la première idée, c'est de classifier les géométries vis-à-vis de certaines opérations qu'on fait sur l'espace, et nous, on classifie les algorithmes vis-à-vis de certaines opérations qu'on fait sur un espace. Alors, je donne une idée concrète. Montrons par exemple comment on peut représenter les machines de Turing comme un modèle abstrait de calcul. On prend comme espace quoi? En fait, l'ensemble des suites d'éléments de l'ensemble 0, 1 étoile et qui sont indexés sur Z, donc sur les entiers positifs et négatifs. Donc, en gros, on va considérer un espace qui est formé par des suites de 0, 1 et d'étoiles, OK? Et qui sont en gros ordonnés donc, par les entiers. Une suite, donc, c'est une suite des étoiles 0 et 1, où en gros, il y a presque partout des étoiles,
Et donc, il y a seulement un nombre fini de 0,1, comme ce que je viens de représenter ici. OK? Et une telle suite, en fait, c'est quoi pour moi? C'est juste une bande potentielle d'une machine de Turing, où les étoiles représentent les cellules vides et la tête des lecteurs est supposée rester fixe sur l'élément indexé par 0, donc l'élément indexé par 0. Et les monoïdes est généré par les applications suivantes. L'instruction aller à droite, qu'elle fait quoi donc? Ben, elle bouge la suite et elle change, donc en gros, si je suis sur S0 et j'ai l'étoile sur S0, je vais sur S1 sur laquelle j'ai le symbole 1. Ou l'instruction aller à droite, elle fait quoi? Elle bouge la suite, aller à gauche, elle bouge la suite d'une case à gauche, ok? D'un élément vers la gauche. C'est-à-dire, elle amène S0, par exemple, sur S-1. Ou elle dit, il faut écrire 0. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si sur T0, par exemple, S0, il y a les symboles étoiles, maintenant, sur la case S0, il va y avoir les symboles 0. Ou écrire 1 ou écrire étoile. Donc, en fait, je peux représenter de manière totalement abstraite, mathématiquement abstraite, les machines de Turing. Et qu'est-ce qu'on fait après? On définit un programme abstrait relativement à un modèle abstrait de calcul, comme un alpha-graphage. Alors là, je suis un peu technique, mais je vais vous donner l'idée. L'idée, c'est que vous avez donc une action, l'action d'un monoïde sur un espace, et après, vous avez un représentant G d'un alpha-graphage. C'est quoi? C'est une collection d'arêtes qui sont définies, disons en gros, comme, faisons les choses simples, comme les choses suivantes. Donc, vous avez un sous-espace, par exemple S1 de votre espace, et une arête, qui c'est l'une des instructions de votre monoïde, qui vous amène vers un autre sous-espace. Donc, vous voyez, les instructions, aller à droite, aller à gauche, ou des plus complexes, parce que vous pouvez avoir n'importe quelle instruction, ça vous permet, en gros, de passer d'un sous-espace à un autre sous-espace. OK? Donc, tout ça, c'est très abstrait. Mais c'est comme ça qu'on imagine qu'est-ce que c'est un programme. Bon, la définition est un peu plus complexe, mais en gros, c'est quoi? Ça devient, en gros, une sorte de graphage. C'est presque comme un graphe, parce que vous avez donc que les nœuds du graphe sont des sous-espaces et les arêtes sont les instructions, les actions que vous faites. OK? Par exemple, on peut représenter une machine de Turing en définissant des sous-espaces, par exemple l'espace où vous avez des suites où la tête des lecteurs est sur la case 0, un autre sur laquelle est sur la case 1 ou sur la case étoile. Donc, l'idée, c'est qu'une configuration appartient à un sous-espace XI si et seulement si la tête des lecteurs lit actuellement le symbole I. Et il y a un graphage, donc en gros un programme, qui permet par exemple d'accepter les entrées qui ont un nombre pair des zéros avant les premiers symboles étoiles. Okay? Et en fait, on peut les représenter comme les graphes suivants, ou les graphages suivants en gros. Donc vous voyez, des cases, des nœuds qui sont vos sous-espaces, le fait que la tête des lecteurs est sur un espace où je lis 0 ou je lis 1, et après une action qui est aller à droite, aller à gauche. Ah non, ici c'est toujours aller à droite, pardon. Mais qui vous permet de passer d'un sous-espace à un autre. En fait, ça, c'est une représentation qui n'est pas hyper fidèle. Si je suis un peu plus fidèle, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, par exemple, vous êtes ici, dans l'espace où votre tête de lecteur est sur le symbole 0, et avant ces 0, il y a un nombre, par exemple, un paire de 0. Et il vous dit, OK, allez encore à droite. Il y a encore un nombre pair de choses, allez encore à droite. Il y a encore un 0, pardon. Maintenant, il faut compter que vous avez un nombre pair de 0 parce que vous en avez rajouté un. Vous trouvez encore un 0, allez encore à droite. Et ainsi de suite. En fait, en réalité, vous pouvez toujours passer après avec vos actions d'un espace à l'autre. Donc, en réalité, le graphe est beaucoup plus complexe parce que vous ne bougez pas toujours dans le même espace. Vous pouvez, par exemple, aller dans l'espace
où votre case a la tête sur 0, sur un autre sous-espace où la case a la tête sur 1. Okay? Donc, en gros, l'idée, je répète, c'est ça, c'est de penser un programme comme quelque chose qui, comme un graphe, dans lequel les nœuds sont des sous-espaces et les arêtes, c'est les actions que vous faites dans cet espace. Maintenant, OK, je passe cette slide, qui est la slide où je dis une chose sur cette slide. En généralisant les techniques qui sont issues notamment de la géométrie de l'interaction de Jean-Yves Gérard, il est possible d'employer, si vous voulez, certaines méthodes qui viennent, disons, de la réalisabilité pour définir des modèles de la logique linéaire. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Que les programmes que nous sommes en train de décrire, en réalité, ont une description logique dans des systèmes logiques et ça correspond, et ça peut correspondre, pas toujours, mais ça peut correspondre à des preuves, des démonstrations dans des systèmes logiques, grâce notamment à un résultat qu'on appelle la correspondance de Carré-Haworth. Et donc, l'idée, nous, ça nous naissait de cette idée qu'il y a certains, ou si vous voulez, de vice-versa, il y a certaines démonstrations que vous pouvez écrire dans une logique qui s'appelle la logique linéaire et qui a été développée par Jean-Yves Gérard, qui correspondent à des programmes tels que nous venons de les définir. Et pourquoi on était inspiré par ça? Parce que c'est Gérard lui-même qui, dans l'un de ses articles où il exposait c'est que lui, il appelle la géométrie de l'interaction, que c'est une particulière vision de la géométrie, de la logique, pardon. Il disait que, lui, il dit, son programme était un programme général de mathématisation de l'algorithmique dont le but était de définir, indépendant de toute machine concrète et de tout langage existant, la notion mathématique d'algorithme. Donc, apparemment, dans ses travaux de logique en théorie de la démonstration, Gérard voyait déjà le but d'aller faire quelque chose de différent, et non pas juste de faire de la théorie de la démonstration, de la théorie des preuves, mais de définir les algorithmes. C'est juste qu'après, il n'a jamais développé ces programmes, donc nous, on voudrait, en un certain sens, les développer et faire ce que lui, il déclare juste. Et donc, l'idée, je répète, c'est qu'on était inspiré par ça. Je vais vite sur ça, parce que sinon, c'est trop compliqué. Et je vous dis juste, je vais vite aussi sur cette slide-là, mais je la montre au moins, que nous, avec notre formalisme, on peut maintenant rendre compte, si vous voulez, de l'algorithme d'Euclide d'une manière que nous considérons plus fidèle, parce que maintenant, nous pouvons travailler sur un espace très compliqué, dans lequel, en fait, nous avons un ensemble de couples, où ces couples sont des suites finies des sous-ensembles du plan cartésien, avec une suite finie des points. Et avec ça, nous pouvons carrément construire des cercles. Pourquoi? Parce que maintenant, nous travaillons avec tous les plans cartésiens. En fait, nous travaillons maintenant avec des sous-ensembles du plan cartésien qui sont infinis. Et les actions que nous faisons sont totalement des actions infinies. Donc là, on fait quelque chose que, par exemple, Gurewitz ne peut pas faire parce que Gurewitz dit les actions que je fais sur mes structures abstraites doivent être toujours gérées par un nombre fini et non pas infini, des mises à jour, donc des réécritures de votre langage. Tandis que nous, ici, on ne regarde pas les langages dans lesquels on écrit ça, on travaille directement sur la structure mathématique et on se permet donc d'opérer, si vous voulez ici, les instructions qu'on a, circle par exemple, c'est une instruction qui permet de construire un cercle. Mais c'est une action infinitaire parce que ça touche un ensemble infini de points. Donc, ici, contrairement à ce qui se passe avec les machines à état abstrait de Gurewitz, nous restons fidèles à la procédure algorithmique d'Euclide puisque nous avons une action qui correspond explicitement à la construction d'un cercle. Et ceci est possible car les actions que nous considérons ne sont pas effectuées sur un seul point à la fois, donc nous ne travaillons pas juste avec un point à la fois, mais sont des actions globales sur tout un sous-ensemble de points et qui peut être potentiellement infini. Maintenant, et c'est là que j'arrive à la fin de mon exposé, là, comment nous concevons maintenant les algorithmes? Nous les concevons comme un graphe fini étiqueté. Donc, en fait, pour nous, qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est quelque chose
qui permet d'implémenter un graphage. Et les graphages, c'est ce que je définis tout à l'heure. Donc, en fait, on va dire qu'un graphage implémente un algorithme A s'il y a un représentant G du graphage et un morphisme, donc en gros une application qui permet de passer d'un graphe étiqueté à l'un des programmes que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'un de ces graphages que j'ai montré tout à l'heure. La notion de morphisme joue ici un rôle crucial, mais elle est aussi assez compliquée à formaliser. Donc là, je ne rentre pas du tout dans les détails de la formalisation. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est juste ça. C'est que l'intuition fondamentale est la suivante. C'est qu'un morphisme qui va d'un graphe étiqueté vers un représentant des graphages, donc les graphages, je répète, c'est les choses que vous avez vues tout à l'heure, ces choses-là. Donc, une chose comme ça, c'est par exemple un graphage, cette chose-là, parce que c'est des morphismes, c'est les flèches que vous voyez ici, qui vont d'un sous-espace vers un autre. Et vous avez un graphe qui permet, ou plutôt un morphisme qui permet de passer d'un graphe à un graphage. Et un morphisme d'un graphe étiqueté vers un graphage est un homomorphisme, donc il y a quelque chose qui un homomorphisme, en gros, c'est une application qui préserve une structure, la structure du graphe, et qui met en correspondance toutes les arêtes ayant la même étiquette dans les graphes avec les mêmes, si vous voulez, instructions dans les graphages. Cependant, cela n'est pas suffisant puisque nous voulons aussi autoriser la possibilité qu'une arête étiquetée, donc une arête de mon algorithme, ne correspond pas à une arête du graphage, mais correspond à un graphage tout entier. Pourquoi on veut ça? Et pourquoi donc ça fait qu'on a une notion d'algorithme et non pas de programme? Parce qu'ici, notre idée, et je vais m'arrêter, mais j'ai des slides éventuellement à discuter après. L'idée, c'est que pour nous, parfois, vous voyez, quand on dit, par exemple, dans un algorithme, on dit, je ne sais pas, faites la multiplication de x par y, eh bien, quand vous l'implémentez, vous pouvez choisir plusieurs manières de faire cette multiplication, soit de la prendre comme primitive, soit de la décomposer en des opérations de base, par exemple la somme, ou encore plus de base, par exemple le successeur. Et nous voulons rendre compte de ces différentes manières de faire les choses. Donc, en fait, un même algorithme peut être implémenté par plusieurs programmes. Les programmes qui disent « je prends la multiplication comme primitive » ou celui qui dit ben « non, il faut la prendre comme définie à partir de la somme ». Et donc, nous, ce que nous voulons dire, c'est qu'il nous faut une notion d'algorithme qui est plus large que la notion de programme, parce que justement, et ça, on reprend une idée de Moskovakis, on ne veut pas dire comment on implémente les choses, parce que ça, c'est la notion de programme. Donc, on ne veut pas dire exactement quelles sont les primitives qu'on emploie, parce que dans la notion d'algorithme, il n'y a pas de primitives, mais c'est nous, en tant qu'usagers, que nous décidons comment fragmenter les étapes de calcul que nous considérons pertinentes pour la description d'un algorithme. Donc, alors que dans les modèles de calcul et dans les programmes, ben, vous fixez toujours des instructions de base qui sont définies de manière absolue ou des opérations de base, des calculs de base. Et là, donc, vous êtes lié à ça. Mais dans la notion d'algorithme, vous n'êtes pas lié à ça, parce que c'est vous qui vous décidez quelle est l'étape de calcul pour vous fondamentale. Et donc, quelque chose qui peut être très complexe du point de vue du modèle de calcul, par exemple, une multiplication est très complexe du point de vue des fonctions récursives, parce qu'il y a de la récurrence à employer là-dedans, en fait, elle peut être prise comme une seule étape de calcul dans une notion d'algorithme. Et nous, avec notre représentation par des graphes, nous pouvons faire ça. Donc, je vais m'arrêter sur ça, mais si vous voulez, on peut discuter après parce que j'avais donné quelques exemples pour expliquer en gros comment ça marche, notre notion d'algorithme. Mais je m'interromps là parce que sinon je fais trop long. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alberto. C'est vrai que ce sont des approches d'algorithmes qu'on ne connaît pas, ces approches géométriques. Elles sont beaucoup moins connues que les célèbres définitions de Turing, etc., dont tu partais. Comme c'est un séminaire qui est sur l'IA, je voulais t'interroger d'abord sur la spécificité des problématiques liées aux algorithmes d'IA
par rapport aux analyses que tu as faites, au fond, en quoi ça peut nous intéresser, nous autres chercheuses qui cherchons à comprendre l'histoire scientifique de l'IA contemporain, pour toi? Oui, alors merci beaucoup pour cette question parce que bon, ça permet de prendre un peu de recul. J'étais rentré dans des gros détails techniques, mais je pense que la réponse, c'est pour moi, il y a un premier problème, c'est que souvent, on parle d'algorithme quand on parle d'IA, mais est-ce qu'on sait dire qu'est-ce que c'est un algorithme? Et la première chose que je montrais, c'est qu'il y a des tentatives de le faire d'une manière formelle, mais elles sont très, très limitées. Parce que finalement, c'est que Moscova qui se fait, c'est qu'il se limite en gros à dire qu'est-ce que sont des algorithmes pour calculer des fonctions. Donc, mais nous, bon, quand on emploie des systèmes d'IA, on ne fait pas que calculer des fonctions. Et donc, il est très, très limité. Et l'approche de Gurevich semble être plus large, mais finalement, il n'arrive pas à rendre compte de certaines pratiques mathématiques. Et moi, je suis lié aussi à une vision de l'IA qui vient des rapports entre IA et maths. Par exemple, bon, comme tu le disais, Alexandre, j'arrive un peu des théories de la démonstration et l'une des premières applications de l'IA a été pour développer des programmes ou des IA, des intelligences artificielles qui permettaient de découvrir des preuves. C'était tous les travaux de Newell et Simon dans les années 50, mais aussi de Hao Wang. Et donc, il y avait, au moins au tout début de l'IA, un intérêt très fort et très explicite pour les mathématiques et dire où on voit qu'un programme simule une certaine intelligence humaine, c'est quand il arrive, par exemple, à accomplir des tâches proprement humaines, comme par exemple faire des démonstrations. Et donc, tout naturellement, on pourrait se dire, alors, faire une démonstration comme la démonstration d'Euclide 1, ça devrait être quelque chose qu'on devrait pouvoir faire et décrire formellement. Et finalement, on voit toutes les difficultés que ça pose. Donc, ça, c'est les premiers liens. Et les deuxièmes, c'est que je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand on parle, quand on est dans le lien, on parle souvent on a un algorithme pour faire ça ou ça. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un algorithme? Et pour moi, quand on parle, par exemple, on dit, l'algorithme de Google pour faire, je ne sais pas, PageRank ou autre. Non, PageRank, c'est vraiment, je pense, un algorithme parce que je peux le représenter dans mon formalisme. Mais d'autres choses, où par exemple, on dit, des algorithmes de reconnaissance faciale, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment un algorithme ou quelle est la partie algorithmique là-dedans? Et pour moi, ça l'est si je peux la formaliser dans un certain formalisme. Mais si je ne peux pas, je me dis, mais est-ce que je parle d'algorithme ou je parle plutôt d'un programme ou je parle d'un calcul? Je parle de quoi finalement? Donc en fait, si derrière les projets qu'on a, c'est aussi un projet qui vise à donner un formalisme qui permet de dire, attends, quand tu formalises les choses d'une manière ou d'une autre, tu as soit un calcul, soit un programme, soit un algorithme. Mais que les trois doivent pouvoir au moins en principe être séparés. Après, bon, on peut se dire, est-ce que la formalisation qu'on propose n'est pas peut-être un peu trop biaisé et finalement l'effet que quelque chose ne rentre pas dans les cadres que nous développons, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire avec des algorithmes, mais plutôt que nous avons un cadre qui est limité ou qui n'est pas le bon. Très bien, mais justement, je pense que ça va dans les deux directions de la chose. Et donc, qu'à voir si tu veux développer ce que moi j'appelle une théorie générale des algorithmes, c'est-à-dire une théorie mathématique où les objets sur lesquels on travaille, les objets des discours, sont les algorithmes, c'est une manière pour regarder après si certaines choses que nous appelons algorithmes sont vraiment des algorithmes. Ou si tu veux, aussi pour les voir de l'autre manière, pour dire, mais est-ce que finalement ton cadre ne serait pas trop limité ou trop général? Donc, c'est
pour tester la notion d'algorithme. Mais je veux avoir une notion formelle. Je le fais un peu comme en tant que… Mais ce que les algorithmes qu'on utilise en IA, c'est des algorithmes ou c'est pas des algorithmes? Pour moi, il y a une partie algorithmique, mais que c'est la partie qui relève du fait qu'on programme quelque chose. Donc, il y a certainement des choses qu'on programme et on dit, par exemple, je ne sais pas, on donne certaines règles pour les updates qu'on fait sur les réseaux de neurones. Ça, pour moi, ça rentre dans ce qu'un programme, mais après, il y a une autre partie qui n'est pas forcément, à mon avis, un algorithme, mais qui fait partie de quoi? D'une autre notion qui est plutôt la notion de calcul ou même du calcul particulier qu'on fait sur certaines données. Parce que, par exemple, dans tous les algorithmes que moi je regarde toujours les choses, si on voit bien, avec des types abstraits, des types de données abstraits. C'est-à-dire, j'ai des entiers naturels ou j'ai des… Donc, je parle d'un type de données, non pas d'une donnée particulière. Tandis que dans les algorithmes, par exemple, d'apprentissage avec des réseaux de neurones ou d'autres, on travaille toujours avec, par exemple, on les fait entraîner sur une base de données. Et donc, si on l'entraîne sur une autre base, ça pourrait changer. Tandis qu'ici, pas du tout, parce que je le veux indépendant de ma base de données. Donc, j'ai déjà une notion d'algorithme très, très particulière, qui fait que j'exclurai, de mon point de vue, certaines choses que d'habitude on appelle algorithmes, mais que moi, je dirais, ne sont pas des algorithmes. Ok, mais merci. Donc, c'est assez direct, désolé, c'est une réponse même un peu brutale, mais Non, mais oui. c'est très original. Mais ça vient parce aussi… qu'il y a ce débat qui a touché aussi au grand public. Je pense que tu n'es pas sans connaître les travaux d'Aurélie Jean, en fait, Ouais. qui a fait de l'algorithme un outil dans des travaux très grand public, Ouais. aux éditions Observatoire, qui ont eu énormément de succès, qui elle, préfère la notion d'algorithme à toutes les notions, justement, de type IA, etc., qui va absolument utiliser cette notion. Donc, peut-être qu'il y a aussi des questions par-delà ta réflexion d'épistémologue, hein, qui porte sur le choix du mot, qu'est-ce qu'on gagne à utiliser plutôt ce mot plutôt Oui. qu'un autre, plutôt que logiciel, plutôt que système expert, tu vois, et pourquoi, tu vois, justement, elle met, par exemple, elle, en valeur cette notion-là. Oui, parce que c'est vrai que je pense que c'était un des points de l'exposé. À un moment, j'ai fait ce tournant, j'ai commencé en parlant de la pratique informatique pour me tourner après vers la pratique mathématique. Parce que je veux peut-être un peu trop. C'est-à-dire, je veux une notion d'algorithme qui couvre à la fois ce qu'on fait dans les maths avant les ordis et avec les ordis. Et tandis que je pense que dans le discours de religion, c'est vraiment des algorithmes qu'on les pense employés dans la pratique informatique. Ouais, et je non comprends. pas aussi dans la pratique mathématique. Et par exemple, pour moi, c'est essentiel cet exemple de l'algorithme d'Euclide pour une autre raison, parce que si on y pense, dans la géométrie euclidienne, quand on travaille, est-ce qu'on doit vraiment tout le temps, par exemple, dans l'algorithme que je décrivais d'Euclide pour construire un triangle équilatéral, est-ce qu'on doit avoir concrètement les points? Les points, c'est un type de données qu'on donne. Mais est-ce qu'on doit le voir face à nous? Est-ce qu'on doit être calculable? Ça, c'est aussi un point que Gurevitch fait, qui dit, pas forcément, les points, ça peut être représenté par un réel, et moi, les réels, je ne peux pas vraiment les calculer effectivement sur mon ordinateur. À la limite, je travaille sur une approximation du réel, mais je ne travaille donc jamais sur les vrais points. Et ça fait toute la différence, par exemple, vis-à-vis d'autres choses qu'on appelle l'algorithme aujourd'hui, qui sont par exemple des programmes qu'on entraîne sur des bases de données. Et là, on les entraîne sur des choses qui sont concrètes, des données données concrètement et qui sont justement approximées. Donc, on ne traite jamais sur un nombre réel.
On travaille sur l'approximation d'un réel. Et pour moi, un algorithme est tellement abstrait qu'il travaille sur des entités abstraites et non pas des entités concrètes. Les entités concrètes, ce sont plutôt des choses sur lesquelles qui travaille mon programme ou mon ordinateur quand il calcule. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est clair cette. Non, mais je comprends cette distinction. Je propose qu'on se prenne encore 10 minutes, hein, disons jusqu'à 19h de discussion ensemble et je vais laisser la parole à l'ensemble des participants à ce Zoom. N'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Prenez la parole. Hein. Je ne sais pas qui a levé la main le premier, mais allez-y. Je ne vous entends pas. Ouais, c'est bizarre parce allumez vos micros. Peut-être c'est juste une question de... Oh, vous avez le micro allumé, mais on ne vous entend pas. Peut-être c'est juste les tons dans les réglages. Maxime, votre micro, oui, on ne vous entend pas, Maxime, du tout. Et posez votre question par le chat. J'aurais une question de mon côté, mais je ne sais pas. Je pense que Erika a levé la main avant. Est-ce que vous m'entendez de mon côté? Oui. Oui, on vous entend. Pendant ce temps-là, Maxime va poser sa question dans le chat. Et moi, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Erika. D'accord, bah là, je vais profiter de ce malheur de Maxime qui va peut-être pouvoir écrire sa question. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre même certain de ne pas avoir capté toutes les subtilités, mais la théorie est très, très intéressante dans ses ramifications. Ma question serait sur une question épistémologique, je suppose, puisque vous cherchez à définir l'algorithme. Je me demande... de quel point vous êtes parti en fait pour déterminer le phénomène que vous cherchez à définir. Il y a un problème un peu circulaire d'après ce que je vois, parce que vous avez l'air d'avoir une idée très précise sur ce que c'est que l'algorithme que vous cherchez à définir, et vous incluez certaines choses. Mais sur quelle base, à part la pratique, mais après dans la pratique, comme vous dites, on dit un peu algorithme pour tout et n'importe quoi en ce moment. Ça dépend des personnes, des discours, enfin des publics visés, etc. Donc, quelle serait votre base de ce phénomène que vous cherchez à définir au final? Merci, c'est une très très bonne question, pas facile à répondre. Alors, non, je prends un point de vue qui est le suivant. Je me dis, il y a une notion d'algorithme, ou les termes même, est employé dans les mathématiques et en informatique. Et je voudrais essayer d'avoir un point de vue qui arrive à rendre compte des deux, et donc de voir une certaine continuité, qui fait donc que je dois aussi renoncer à d'autres manières d'employer les mots par certains informaticiens, comme on a dit par exemple par des gens qui voient dans, disons, tout ce qui est réseau de neurones, machine learning, des algorithmes. Moi, je ne vois pas beaucoup d'algorithmes là-dedans, mais peut-être parce que j'ai une vision qui arrive des mathématiques. Et donc, certaines pratiques mathématiques, je veux dire, assez traditionnelles, on retrouve les mots depuis quand même le Moyen-Âge. Et qui, ce sont donc les points de vue fondamentaux pour moi, c'est ça, c'est que je dis à un moment des méthodes de résolution des problèmes. Et des méthodes de résolution des problèmes qui sont donc employées par quelqu'un, par un agent. Pour moi, ça, c'est fondamental aussi. Donc, l'algorithme, pour moi, n'existe pas indépendamment d'un agent. C'est pour ça qu'à la fin, je disais, c'est les points de vue de qui l'emploie qui détermine quelle est l'étape fondamentale dans un algorithme. Il n'existe pas une étape fondamentale de calcul absolu. Ça existe dans les modèles de calcul, mais parce que la notion de calcul, pour moi, c'est en revanche quelque chose de beaucoup plus objectif, ou pas objectif, mais physique presque. Les calculs sont réalisation qu'on a. Pour moi, c'est vraiment un système dynamique, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une réalisation d'un système physique.
c'est le processus qui se met en route sur votre ordinateur, ou par exemple quand vous lancez un programme. Et l'algorithme, en revanche, c'est quelque chose qui est un processus, pardon, une méthode pour peut-être effectuer un calcul, mais qui est beaucoup plus abstraite, qui ne va pas nécessairement avec une réalisation. Et au milieu, j'ai la notion de programme. Alors ça, c'est vrai que dans la pratique mathématique, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est un programme, parce qu'on a l'algorithme, on a le calcul, mais qu'est-ce qu'est un programme? Mais je pense que c'est toute la partie qui arrive quand vous formalisez les choses, même quand vous le faites en logique, quand vous écrivez une démonstration en logique dans un langage particulier. Donc, c'est les médiums entre cette notion très abstraite d'algorithme, que c'est une méthode, donc qui repose sur une notion d'action, et c'est pour ça que je parlais, c'est pour ça qu'il y a ces points de vue géométriques, parce que ce sont des actions sur un espace. Et donc, en fait, l'algorithme est lié à, pour saisir la notion d'algorithme, pour moi, il faut saisir une notion des actions qu'on fait pour résoudre certains problèmes. Et pour faire ça, peut-être qu'on met en place des actions physiques, et après, ça réalise physiquement, et ça, c'est les calculs. Et peut-être qu'on les fait par les médiums d'un certain langage, et ça, c'est les programmes. Donc, c'est comme ça, plus ou moins, que je vois les choses. Je ne sais pas si ça éclaircit un peu et si ça répond à la question ou pas. Vous Oui, me je dites, pense sinon, que je peux essayer d'expliquer un peu mieux encore. Ça va pour ma part, merci. Ça va? OK. Merci. Est-ce que je regarde d'abord la question peut-être de Maxime et je réponds à Léo après, ça vous va? Donc, je la lis à haute voix, comme ça, c'est pour tout le monde. Je répondis sur la notion de graphage telle qu'exposée ici. C'est déjà complexe et je propose d'envisager encore plus de complexité. Les graphages présentés semblent conceptualiser en 2D avec une notion de temps, les itérations, possible. Pourquoi ne pas envisager un graphage en 3D? Dans ce cas, les troisièmes dimensions pour servir à superposer des états temporels différents de l'algorithme, voire des ajoutés de probabilité. Oui, on peut faire ça. On sait faire ça. Cela, c'est juste une intuition pour resservir, pour conceptualiser les algorithmes en informatique quantique ou les qubits. Alors, je ne sais pas sur les calculs quantiques. Je ne suis pas un expert de calcul quantique, mais je peux dire une chose, on sait faire des algorithmes probabilistes, ou plutôt des programmes probabilistes, puisque les graphages, c'est plutôt une représentation des programmes. Et l'idée, effectivement, c'est qu'en gros, pas facile, mais vous pouvez imaginer la chose comme si, à partir d'un sous-espace, vous n'avez pas juste une instruction, mais plusieurs, mais qui ont, comme dire, des poids, des probabilités pour aller dans un sous-espace à un autre. Donc, effectivement, ça complexifie encore plus parce que c'est quelque chose, on peut le dire en 3D. Et alors ça, l'expert, c'est vraiment Thomas, parce que mon copain Thomas Seiler, parce que c'est lui qui a développé des choses de ce type et il arrive à faire effectivement représenter des algorithmes probabilistes. Je vous montre juste une chose. Je partage juste un moment les transparents parce qu'il y a un article de Thomas sur ça, que c'est exactement celui-là. Zeta Function and the Linear Logic of Markov Processes. Vous le trouvez sur la page web de Thomas Seiler ou sur Hall. Et c'est exactement une généralisation de ça. Ici, je ne l'ai pas montré, mais en fait, en un certain sens, oui, je l'ai montré sans le montrer, sans le dire, parce que c'était implicite. Bon, je ne vais pas faire les partages, mais c'était implicite dans notre manière de rendre compte de l'algorithme d'Euclide, parce qu'à un moment, nous, on doit avoir quelque chose. Ici, je suis allé un peu vite. Je dis, vous avez un certain espace et vous pouvez aller dans, un certain élément de votre espace et vous pouvez aller dans deux parce que vous avez une relation et ce n'est pas une fonction. C'est justement l'idée que vous choisissez l'un des points d'intersection. Vous n'en avez pas qu'un.
mais vous pouvez en avoir deux. Et donc là-dedans, il y a du non-déterminisme. Ouais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? J'en aurais une de mon côté. J'ai Oui, aussi vu qu'il y en Léo. avait une autre dans le chat qui avait été posée par Vanessa, donc peut-être à prendre après. Alors, tout d'abord, merci Alberto pour votre présentation. C'était très lumineux. Moi, je suis plutôt sciences de l'informatique. Oh, je vous rassure, en tout cas, pour moi, ça l'était. Euh, alors, par contre, quelque chose que je découvre, les algorithmes, je connais plutôt via les sciences de l'informatique, moi, de mon Ouais. côté, et j'ai fait de la logique aussi par le passé. Mais faire le distinguo entre calcul, programme et algorithme, je trouve ça assez fructueux et je ne suis pas sûr d'avoir encore toutes mes réponses sur ce sujet. Mhm. Cependant, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu dans cette Ouais. approche de la fonction, Ouais. parce que d'une part, on parle de fonction dans un programme et on parle d'une fonction dans un algorithme. Et je trouve Ouais. ça assez complexe au final de saisir les choses parce que moi notamment, quand je pense à fonctions, je pense aux fonctions dans différents types de langages de programmation. Mhm. Parfois, on a des fonctions qui vont être très impératives, parfois on va avoir des Ouais. fonctions qui vont s'imbriquer les unes avec les autres. Je pense notamment dans des langages comme Lisp ou Haskell. Ouais. Donc, est-ce que justement, si on reste sur ce modèle-là Mhm. des fonctions qui s'imbriquent les unes aux autres, on ne change pas les états en dehors de la fonction, est-ce qu'on n'est pas déjà en fait sur la notion d'algorithme, sachant qu'on ne dépend pas vraiment de données autres que celles qui sont données en entrée et celles que l'on va donner en sortir, il n'y a aucun état qui va être modifié. Est-ce qu'on n'est Mhm. pas déjà en fait, d'une certaine façon, dans un algorithme plutôt que dans un programme à ce niveau-là? Ah. Très, très bonne question. Ah, Merci. très, très compliqué. Ouais, effectivement, c'est peut-être un blind spot, un point un peu aveugle dans mon exposé. L'idée que aussi la notion de fonction change et on n'a pas une seule fonction, une seule notion de fonction. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà une ambiguïté quand je dis d'un point de vue de la thèse de Church-Turing, par exemple, on regarde les fonctions d'un point de vue extensionnel, vrai jusqu'à un certain point. Parce que de l'autre côté, quand on les écrit dans une de ces modèles de calcul, on est en train de la regarder d'un point de vue extensionnel. Donc, on fait déjà un choix sur qu'est-ce qu'est la fonction. C'est-à-dire, je le dis d'une autre manière. Dans les fonctions récursives, dans le formalisme des fonctions récursives, on a une notion de fonction dans lesquelles la fonction est toujours appliquée à un argument. Ça n'existe pas, la fonction en soi. Mais en lambda calcul, la fonction est primitive. Et l'argument est lui-même une fonction, en fait. C'est-à-dire, j'ai vraiment la notion des fonctions. Je travaille sur des fonctions. Et ça, effectivement, j'aurais presque envie de dire que c'est ouais, là la fonction devient un objet d'étude et donc devient un objet sur lequel les programmes éventuellement opèrent. Je dois dire, par exemple, c'est un objet de type n-Flächen ou et ça, je peux le faire, par exemple, si j'ai les lambda calcul typé, beaucoup plus compliqué, par exemple, dans une machine de Turing. Je n'ai pas des types, je dois réduire la fonction à d'autres choses. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la notion, si c'est lié à la notion d'algorithme ou si c'est lié à la représentation des données, des types de données. Allez-y, continue. C'est lié quand même à la problème, parce qu'après des algorithmes, parce que je dois me dire, mais oui, mais l'algorithme, il opère sur quoi finalement? Donc, je pense plutôt qu'on a une autre question, c'est que finalement, merci beaucoup pour la question, parce que finalement, je comprends une chose, que je glisse entre deux plans de la notion des fonctions. La notion, quand je dis, on regarde les fonctions, je regarde l'entité totalement abstraite, la fonction en soi, indépendamment du formalisme dans lequel je suis. Et quand je suis dans le formalisme, et donc finalement dans une certaine théorie, dans un certain langage, et là, je parle des fonctions, mais j'en parle en tant qu'objet, non plus comme quelque chose, comment dire,
d'abstrait. Ça devient comme un entier naturel ou un objet sur lequel je travaille. C'est très intéressant, ceci dit, parce que c'est le même cheminement qui a été fait aussi dans les langages informatiques. On parle justement que les fonctions dans certains langages sont devenues des objets de premier ordre, Ouais, dans ouais, le sens où on peut nommer ces objets-là et les utiliser dans des calculs. ouais. Donc je pense que ce raisonnement en fait serait très fructueux à mobiliser sur cette vision géométrique au final Ouais. des algorithmes. Donc merci beaucoup et je suis content que ça ait pu permettre à tout le monde d'avancer. Merci, merci à vous. C'était très utile ça. Est-ce que je réponds vite à Vanessa? D'ailleurs, Vanessa, salut. Je ne sais pas te dire. Question compliquée. Est-ce que l'agent peut être un agent artificiel ou pas? Je te dis très franchement, moi je pense que non, que c'est un agent humain. Parce que c'est là que je vois une idée d'interprétation même de qu'est-ce qu'un algorithme. Et donc, un problème pour moi, un algorithme, si tu veux, finalement, tout ce que je fais, c'est essayer de formaliser une notion que finalement, je veux très épistémique et très liée à quelques notions qu'il y a du sens là-dedans. C'est-à-dire, l'algorithme n'est pas juste, et c'est pour ça que je faisais cette distinction avec les calculs, quelque chose de totalement objectivisable. Il y a une partie qui prend en compte comment moi je comprends certains symboles ou certaines choses que j'écris. Et est-ce que ça, je peux le faire à une intelligence artificielle ou à un agent artificiel? Je ne pense pas. Mais je ne pense pas parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut changer dans la manière dont je le fais. Tu me mets en difficulté avec cette question. Je dirais non, mais je n'ai pas une réponse absolue. C'est comme si tu me disais en gros, est-ce que tu as des preuves, des démonstrations par exemple, est-ce que les démonstrations peuvent totalement être automatisées? Et moi, ma réponse est non. J'ai tout un autre exposé sur ça pour répondre non. Et je suis tenté d'aller dans la même direction. Il y a des limites qui peuvent être des limites d'où à l'usage qu'on fait des choses et je ne sais pas comment te dire, en flexibilité de la notion que tu n'as pas si tu la formalises totalement. Tu la formalises, tu la rends automatique, pardon, pas formalisée. Si tu la automatises totalement. C'est difficile pour moi d'expliquer ça. Je l'ai, si tu veux, j'aurai tout un autre exposé sur les démonstrations. Mais pour moi, je vois toujours en parallèle démonstration et algorithme. En fait, c'est les deux, c'est presque la même chose pour moi. C'est juste que l'algorithme est... non, c'est presque la même chose. Presque. En fait, d'une certaine façon. Pardon, Hein? allez-y, Ouais. continuez. Non, je vous en prie. Ce que j'allais dire peut-être, c'est que, alors toujours de mon point de vue sur de l'informatique, l'algorithme, en fait, c'est un petit peu la trace d'un agent, c'est la trace Ouais. d'une logique qui a été formulée au sein d'un esprit conscient de façon à éventuellement réaliser des calculs au sein d'un programme. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'on peut parler d'agent artificiel? C'est intéressant justement si on revient à l'idée d'intelligence artificielle, parce que là, on crée des algorithmes qui ont fait énormément de calculs via un programme donné au départ, qui ensuite développe la trace d'un agent, mais cet agent-là n'est pas humain. Donc on développe en fait des chemins neuronaux qui semblent impliquer, à défaut d'être une intelligence, un cheminement logique qui semble être agent par lui-même, mais en soi, la seule agence qu'il y a eu dans la conception de cet algorithme, c'est le programme initial et les données qu'on a pu lui donner. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense qu'Alberto, je serais d'accord avec vous pour dire que non, en fait, un algorithme présuppose un agent. Et dans ce cas-là, ça validerait aussi votre point de vue comme quoi les algorithmes de reconnaissance faciale ou les algorithmes de Google ou tout ça, c'est une extension de la définition d'algorithme en incluant ce qui ne relève pas simplement d'un agent humain Ouais. et de la réalisation d'un calcul simple. Même si, Ouais. si
on reste simplement sur le calcul, je serais d'accord qu'on peut appeler ça algorithme. Voilà, désolé, Ouais, j'ai pas envie de. ouais. Non, c'est magnifique parce que c'est très, très proche de ce que je pense. Je rajoute juste une couche. C'est justement ça aussi, c'est que c'est assez intéressant, et je reviens, juste pour conclure. Désolé, on prend du temps, mais la discussion, moi, ça me passionne, mais je ne veux pas empêcher les autres parce que quand on parle des intelligences artificielles aujourd'hui, et on dit, ah ouais, mais on fait plein de choses qui simulent l'intelligence humaine, il y a très, très peu de résultats sur l'application des IA telles qu'on les entend aujourd'hui, notamment réseau de neurones, pour trouver de nouvelles démonstrations mathématiques. En fait, les résultats qu'on a sur de démonstrations automatiques de preuves, c'est plutôt avec des bonnes vieilles méthodes de la logique déjà. Mais ça, ce n'est pas étonnant parce que je pense qu'on résout des classes de problèmes très particuliers qui ont une forme très particulière, très mécanique finalement. Et les IA, quand elles essaient de faire des choses, eh ben, elles s'entraînent sur des données. Elles s'entraînent sur des choses qu'on a déjà fait. Et par exemple, un problème typique, c'est en mathématiques, quand on veut employer de manière originale l'induction, mathématique, je veux dire la vraie induction, eh ben, faire la vraie induction, il faut trouver l'hypothèse inductive originale, nouvelle. Parfois, il faut la faire plus forte ou autre. Et l'IA n'arrive pas souvent à faire ça, parce qu'il est entraîné sur des données qu'il connaît déjà. Donc, c'est ça aussi pour ça que je dis, c'est, je pense, une limitation. Tandis que nous, dans les algorithmes, et c'est pour ça que je le vois comme quelque chose de très libertaire, un algorithme, c'est une méthode très, très libérale. Je ne pose pas au début des contraintes sur comment construire un algorithme. Bon, Merci, je crois que tu as répondu à beaucoup de questions, Alberto. On va te laisser te reposer après Merci. cet impressionnant exposé et puis le feu de questions allant de tous les points de vue. Merci, à bientôt. On est vraiment heureux que ton projet et le nôtre puissent à un moment ou à un autre se croiser et on te souhaite une bonne soirée. Un grand merci à vous parce que ça m'a stimulé énormément ces questions et ça touche, je vois plein de choses que j'avais en tête. Donc, un très grand merci. Merci encore et très belle soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, Bonne soirée. bonne année Merci encore. encore. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.